Chers téléspectateurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode des coulisses du succès. L'émission qui vous emmène là où tout commence, dans les rêves, les efforts et les combats silencieux qui façonnent les grandes réussites. Ce soir, nous ouvrons le rideau sur un parcours exceptionnel, une histoire d'engagement, de persévérance et d'impact. Ce soir, notre invité est un homme de savoir et de vision, docteur en informatique, expert en ressources humaines et enseignant-chercheur. Il a su marquer de son empreinte le monde académique et institutionnel mauritanien. Avec rigueur, humilité et engagement, il incarne une réussite qui inspire. Installez-vous confortablement, l'inspiration commence maintenant. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bonsoir, Monsieur Noureddine Mohamedou. Bonsoir. Très ravi de vous avoir accueilli aujourd'hui sur notre premier épisode des coulisses du succès. Bonsoir, merci. Nous allons sans doute commencer sur les premiers pas, l'enfance. Présentez-vous, Monsieur Noureddine. Qui est Monsieur Noureddine? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Nabi al-Karim. Je vous remercie beaucoup pour cette occasion importante pour moi parce que déjà elle me permet de m'exprimer un peu mieux pour mes compatriotes mauritaniens, qu'ils soient en Mauritanie ou en dehors de la Mauritanie, qui sont non hassanophones ou non arabophones, donc ceux d'entre eux qui parlent français, et surtout mes amis aussi qui sont francophones. Je tiens à noter au début, donc je vous remercie pour l'occasion encore une fois, et je signale qu'il est très gênant, comme vous le savez, de parler de soi. Je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop parler sur soi. Presque 2 décennies de réseaux sociaux, je n'ai jamais eu le loisir de parler de moi ou de ma famille ou de ma vie privée. Je pense pour la bonne et simple raison que ça n'intéresse pas beaucoup les gens et que ce n'est pas très intéressant de les étaler. Et je vous remercie aussi pour les compliments, pour ne pas dire flatterie. Je n'estime pas que j'ai un parcours exceptionnel, ni que j'ai pu marquer ni le monde académique, ni un autre monde. Mais les choses font qu'on peut parler pour peut-être enrichir, donner des idées, échanger là-dessus. Je suis donc votre frère Noureddine Mohamedou, né à Nouakchott en début d'année 1980. De parents juristes pour le papa, juriste et inspecteur de douane par la suite, qui a fait un peu de journalisme également, et d'une maman qui était une institutrice pleine, comme on dit de l'époque, c'est-à-dire qu'elle a fait l'école des instituteurs, et qui a fait tout son parcours jusqu'au meilleur échelon. Donc ce sont 2 parents qui sont assez instruits, alhamdoulilah, et qui ont donc l'exigence qui va avec par rapport à l'éducation. Donc j'ai eu ma scolarité fondamentale qui a commencé par Nouakchott, par le préscolaire, à l'école, à la maternelle, qu'on appelle jardin d'enfants, public. Donc c'était public, je ne sais pas si c'est encore le cas, celle qui est gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc étant fils de 2 parents fonctionnaires de l'État, j'ai bénéficié dans les 3 premières années des années 80 de l'école maternelle à Nouakchott, à Capitale, au centre-ville de Nouakchott. Par la suite, donc j'ai entamé mon éducation fondamentale à Nouadhibou pour 4 ans, pour la clore à Nouakchott en 92 par le concours, la sortie de l'école primaire. Et donc après, collège et lycée à Nouakchott, terminale, baccalauréat en 1998, que j'ai eu en première session, alhamdoulilah, ce qui m'a permis d'aller étudier à l'étranger. Je n'ai donc jamais étudié, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on le conçoit. Je n'ai jamais fait d'enseignement, je n'ai jamais été étudiant en Mauritanie. Donc j'ai fait toutes mes études supérieures en Europe, notamment en France, dans 3 ou 4 universités, où j'ai pu étudier la langue, puis la médecine un peu, pour essayer, et après basculer en mathématiques et informatique pour avoir un doctorat en 2009 en informatique combinatoire. Avant de parler de l'étude supérieure, vous avez obtenu votre bac en 92. J'ai obtenu mon bac en 98, en 1998. Oui. D'accord, autant pour moi, en 98. Je suis vieux, mais pas tant que ça. Comment a été Noureddine à son adolescence, un peu terrible à son enfance? C'était un enfant terrible, un enfant curieux, un enfant timide.
Comment était Noureddine à son enfance? Alors, je ne pourrais pas émettre un avis objectif là-dessus, mais je vais donner raison à mes parents naturellement. Ils sont les mieux placés pour le savoir. Donc, je suis, je dirais pas terrible, enfant terrible, mais un enfant curieux, un peu perturbateur par moments. Donc, j'étais l'enfant très curieux, d'après ma mère et mon père. Curieux au bon sens. Une curiosité, pas toujours au bon sens malheureusement, mais souvent au bon sens. C'est-à-dire que je m'intéressais à tous les domaines transversaux, même en dehors de ma spécialité scolaire, mes intérêts scolaires si vous voulez. Et donc j'allais au-delà de ça, j'ai participé aux réunions d'adultes, surtout les amis de mon père et les générations de mes parents. Donc ça m'a donné beaucoup de choses positives. Et donc par moments un peu difficile par rapport à l'adolescence, surtout ma mère qui est spécialiste en réalité dans l'éducation, dans l'enfance et la post-enfance, c'est-à-dire l'adolescence. Elle a subi des formations sur le traitement ou le comportement des adolescents. Elle dit que je lui ai fait subir une adolescence un peu forte, donc c'était l'époque de je comprends, je sais, donc je suis différent. Donc j'ai forcé un petit peu la main, mais alhamdoulilah, c'est passé sans grand problème, on va dire. Alors après l'obtention de votre baccalauréat, vous êtes décidé tout à l'heure que vous alliez être ingénieur en mathématiques ou bien comment ça s'est passé comment dirais-je, votre parcours, votre cursus juste après le bac, au moment où de décider carrière? Alors en réalité, j'ai commencé par faire un DEUG. À l'époque, ce n'était pas encore le LMD, le programme licence, master et doctorat. Donc j'ai commencé l'ancien système qui était à la fois le même en Mauritanie qu'en France. Donc j'ai commencé un DEUG, un diplôme d'études universitaires générales en France, mathématiques, informatique, application aux sciences, en 99-2000. Donc je l'ai obtenu en 2002. Et par la suite, ça m'a versé directement vers la licence informatique fondamentale. Donc j'ai fait une licence générale. À l'époque, l'informatique n'était pas encore bien placée, bien diversifiée au niveau de l'université. Donc j'ai fait une licence générale, puis une maîtrise un peu plus spécialisée, qui reste encore générale. Après la maîtrise, j'ai intégré le 3e cycle pour un diplôme d'études approfondies en mathématiques qui est l'équivalent un petit peu d'ingénieur à l'époque, d'après ce qu'on nous a dit. Non, tout en France. Comme je vous ai dit au début, j'ai fait mon premier cycle et licence à l'université de Metz, en Lorraine, c'est l'est de la France. Avant ça, j'ai fait une année préparatoire à Reims, en Champagne-Ardenne, vers le nord de Paris. Par la suite, j'ai fait le 3e cycle, un master de recherche au niveau de l'université de Picardie Jules Verne, où j'ai fait un 2A pour terminer, pour arrêter là justement comme vous l'avez dit. Donc un cycle de maître ingénieur. Ce n'est pas l'ingénieur d'école d'ingénieur, mais c'est maître ingénieur en informatique. Je l'ai arrêté là. Et une anecdote m'a fait basculer le jour de ma soutenance de master, où j'ai obtenu la meilleure note de ma promotion en stage. Et la 2e ou la 3e dans la classe, j'ai même eu une mention. Donc 2 professeurs, dont un français et un franco-chinois avec lequel j'ai fait un doctorat par la suite, m'ont fortement encouragé à aller en doctorat. J'avais 25 ans, donc ils m'ont dit « tu as 25 ans, tu viens d'avoir un bac plus 5, pourquoi ne pas passer au bac plus 8 ? Tu pourrais être docteur ». Et c'était la phrase qui a fait basculer. Tu pourrais être docteur, jeune docteur à moins de 30 ans, à 29 ans. Donc c'est ce que j'ai accepté. Donc je me suis concerté avec ma famille, notamment avec mes parents, qui m'ont dit pourquoi pas, vas-y. Donc je me suis inscrit à un doctorat en 2007, je crois, en 2006, fin 2006, septembre 2006, pour être docteur avec mention honorable, alhamdoulilah, en 2009, en informatique et en optimisation combinatoire. C'est de l'informatique théorique, c'est l'optimisation des organes, c'est la résolution, l'implémentation des problèmes difficiles et l'optimisation des solutions des problèmes informatisés. Vous le dites comme ça, mais ça n'a pas dû être aussi facile. Étant jeune Mauritanien, il devait aller étudier à l'étranger. Quel conseil donneriez-vous aux futurs bacheliers ou aux étudiants actuels qui sont à l'étranger et qui se découragent très vite par motif de langue très difficile, par motif de climat et de changement de société, de coutumes, de religion, un petit parcours pendant ce moment-là? Vous avez absolument raison. Les jeunes étudiants mauritaniens que j'étais en 1998 plongeaient
dans un monde où il y avait une combinaison de beaucoup de différences à la fois. Donc je suis parti de Mauritanie pour atterrir en France, la langue n'est pas la même, là où les religions ne sont pas les mêmes. La culture française, bon, même si on est francophone en Afrique et notamment en Mauritanie, la culture française reste différente, la culture même culinaire. La façon de manger, la façon de voir la religion. Vous savez que la religion est trop entre guillemets en Europe, surtout la France qui se considère comme un pays laïque, presque laïciste. Donc comme tous les étudiants africains, maghrébins et mauritaniens particulièrement, nous sommes affrontés immédiatement à un monde qui est hostile en réalité de nature. Donc de facto hostile parce qu'on est confronté à plusieurs changements en même temps. Avec un niveau de vie qui est différent, le pouvoir d'achat qu'on amène de chez soi, même si nos parents nous aidaient, même si l'État mauritanien nous fait une petite bourse, des fois, donc on est amené à plonger dans un niveau de vie contrastant. Vous pouvez être de la classe moyenne en Mauritanie, vous mangez bien du matin et soir, et qu'en arrivant en France, vous pouvez ne plus manger correctement, ni en quantité ni en qualité. Donc pour acheter les vêtements, ce n'est pas pareil qu'un marché capital, c'est beaucoup de choses, les services ne sont pas les mêmes. Ceci étant, c'est une très importante et très précieuse formation de savoir-être et de savoir-vivre. Et à la fois aussi, c'est une meilleure façon d'apprendre dans un pays où l'académie est beaucoup plus, les études universitaires sont beaucoup plus développées, beaucoup plus améliorées, où on apprend beaucoup. Donc soit on se casse la figure, soit on passe. Et alhamdoulilah, je pense modestement que je fais partie de ceux qui ont traversé le Rubicon pour devenir quand même avoir les diplômes les uns après les autres, mais sans grande difficulté. Je termine par dire que mon conseil le plus facile en tant qu'ex-étudiant et enseignant par la suite universitaire, mais aussi un responsable, pas un connaisseur de ressources humaines, c'est très simple. Je conseille aux jeunes Mauritaniens qui veulent aller étudier à l'étranger ou aller poursuivre leurs études à l'étranger, c'est de s'auto-orienter 2 fois, de façon académique, puis de façon professionnelle. C'est-à-dire toujours préparer, avoir à l'esprit la préparation de s'auto-orienter. Et de s'auto-orienter soi-même, avec le bon sens, mais aussi en demandant un maximum de conseils pour s'auto-orienter au niveau éducatif sans calquer, sans faire du copier-coller, mais c'est de dire non, je vais faire la médecine parce que la médecine c'est bien, j'aime bien. Donc il faut s'orienter dans le métier où on a le plus de facilité. Et c'est ça qu'il faut faire aussi bien pour avoir les bons diplômes et aussi bien pour avoir le bon créneau, le bon métier. Pourquoi vous n'êtes pas resté en France, comme plusieurs jeunes se disent non, ça y est, j'ai fini les études, je reste. Pas besoin de retourner chez moi parce qu'il y a le chômage. Pas besoin de retourner chez moi parce qu'il faut un bras long pour trouver du travail. Comment a été votre retour ici en Mauritanie? C'est une très bonne question. Je pense que tous les jeunes par la suite ils sont confrontés à cette décision que j'appelle moi-même personnellement toujours une décision morale, voire spirituelle des fois. Parce qu'on voit que le niveau de vie là-bas est meilleur, on arrive ici et c'est des pays, la France, la Belgique ou l'Allemagne ou la France, le Canada, enfin les pays occidentaux, c'est des pays qui encouragent la valeur humaine, qui encouragent la valeur scientifique. Donc on est facilement rémunéré et considéré beaucoup plus facilement qu'ici. Ceci étant, mes parents disent toujours que je suis l'enfant le plus nostalgique. Je m'explique, j'ai une forte faiblesse par rapport aux souvenirs d'enfance, par rapport au pays, par rapport à l'amour que je porte, sur lequel j'ai été éduqué pour toutes les fractions sociales de mon pays, pour le voisinage, tout à l'heure, avant le début de l'émission, je vous ai parlé presque de l'odeur du quartier où nous sommes maintenant. C'est l'un des quartiers de mon enfance, c'est le sud de Tararzine, qui n'est pas loin de l'école Khayar où j'ai terminé mes études fondamentales. Donc j'ai un faible, c'est celui tout simplement. Je dirais même pas patriotisme, bon j'espère être un petit peu patriote quand même, suffisant, mais c'est tout simplement une forte nostalgie. Je suis très très nostalgique au pays au sens général du terme, comme au sens particulier, comme aussi les villages que j'ai visités en Mauritanie. Donc je suis très nostalgique, je succombe, si on peut utiliser le mot, assez facilement au pays, au charme du pays tel que la Mauritanie, à la famille, aux cousins, aux amis, à l'enfance. Donc j'ai pris une décision pour répondre de façon cartésienne à votre question. J'ai pris la décision de rentrer au pays, travailler comme vacataire payé à l'heure dans toutes les universités presque publiques et privées de la Mauritanie. Mais j'étais heureux de boire un verre de thé en début de soirée tous les soirs avec mes parents ou avec les cousins ou amis. De manger du kebda à l'heure de la pause.
de manger à l'heure de la pause. À l'heure de la pause, même avant des fois. Donc je trouvais ça, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Aller dormir 2 ou 3 jours à Nouadhibou, dans la fraîcheur de Nouadhibou, ouais, que j'aime bien, faire un saut à Rosso. Je suis allé à Attar par exemple, voir le Guernesey que je ne voulais pas voir. Donc je pense que j'ai beaucoup à découvrir dans mon pays. J'aime la France, j'ai appris beaucoup de la France. Je suis redevable à la France sur beaucoup d'aspects, même si je peux la critiquer, comme toute. Je me considère même, c'est comme si c'était un deuxième pays pour moi, parce que c'est là où j'ai fait mes études. Mais je ne regrette pas, après 15 ans, d'être rentré définitivement de la France pour enseigner. J'avais la fierté d'enseigner ce que j'ai su, ce que j'ai appris modestement à mes compatriotes mauritaniens, de les avoir évolués, de fonder une licence d'informatique et de développement en Mauritanie pour la première fois avec mes collègues d'université. Je trouve ça mieux que de dire je suis payé 3 000 € ou 10 000 € et que je vis en dehors de mon pays. Mon premier salaire, c'était pas un salaire, c'était mon premier salaire en France, parce que j'ai travaillé en France pendant quelques années en tant que vacataire, mais mon premier contrat, c'était en France en 2007, où j'ai gagné 1 169 €. Vous en avez fait quoi? Alors j'avais acheté une petite voiture pour pouvoir me déplacer, et j'étais bien, parce que j'étais bien parce que j'avais un appartement qui était loué à 270 €. Avec le système en France prend une partie pour les étudiants, donc c'était 400 €, mais le système en France, j'avais loué des petites chambrettes, moins cher que ça, mais je vous épargne les détails. Ça, c'est quand je suis devenu prof d'université. Quand je suis rentré en Mauritanie, je peux aussi vous dire mon premier salaire mauritanien. Quand je m'acharnais dans le début des années 2009-2010 pour faire beaucoup d'heures d'enseignement dans les universités et les instituts privés et publics en Mauritanie, je m'en sortais avec 240 000 ouguiyas par mois, mais j'étais payé 3 000 ouguiyas l'heure. À l'époque? Ouais, j'ai passé quelques mois comme ça avant d'être recruté à l'autorité de régulation, où j'ai eu un deuxième salaire qui m'a mis tranquillement, confortablement. J'étais doublement rémunéré à l'heure, hein, pendant les vacances d'été, je n'étais pas rémunéré. Je note ici que j'ai le droit, je me suis renseigné, j'avais le droit amplement, selon le Code du travail, d'avoir deux métiers, enseigner à l'université et travailler dans un établissement, pas de la fonction publique, mais un établissement parapublic qui est l'autorité de régulation multisectorielle. Nous allons rester sur votre parcours avec l'autorité de régulation où il y a eu apparemment un petit conflit qui a failli vous coûter votre poste à l'autorité de régulation. Oui, c'est pas un conflit, c'est une injustice que j'ai subie, moi entre autres. Il y a d'autres personnes qui l'ont subi avec moi. Donc il y a un bureau d'études qui a été recruté en 2011 par l'autorité de régulation pour soi-disant faire il y a encore des témoins pour ça, pour soi-disant faire un recrutement transparent, ce qui n'était pas, c'était juste un masque. Parce que la personne qui était une personne française, c'est un Français qui habite en Mauritanie, qui dirigeait ce recrutement, m'avait dit « tu es le meilleur de loin » par rapport au poste que j'ai intégré, qui était un poste de développement Bac+5 pour l'autorité de régulation, auquel j'ai postulé. Il m'a dit « vous avez Bac+8 parce que vous avez un doctorat en informatique de développement ». Et donc après, j'ai été écarté, on m'a mis en liste d'attente parce qu'on a choisi quelqu'un qui avait son frère très bien placé dans le gouvernement, qui avait les bras longs comme vous disiez au début. Donc j'ai failli passer à la trappe à cause d'un problème d'injustice et à cause de la corruption enracinée dans le sommet de l'autorité de régulation à l'époque. Donc j'ai eu quand même à manifester cette injustice avant qu'elle soit établie. Des personnes se sont rendues à l'autorité des prochains mois pour vraiment mettre en garde la personne qui dirigeait l'autorité à l'époque contre cette injustice, ce qui les a fait finir par céder. Et donc ils m'ont recruté comme deuxième sur le poste avec l'autre personne pour calmer l'affaire, pour l'étouffer. C'était ça la réalité des choses. Vous avez décidé de ne pas être silencieux? Non, je ne me suis pas soumis, je n'ai pas accepté cette injustice parce qu'elle était trop flagrante. Certains malheureusement l'ont accepté et qui sont partis, j'en connais qui ont été recrutés par ailleurs. Mais il y a eu injustice, c'était un recrutement plein de, je ne dirais pas pour tout le monde, mais un recrutement plein d'interventions et qui malheureusement avait l'audace de dire de manifester qu'il était fait par un bureau d'études, ce qui n'était pas vrai. C'était fait par un bureau d'études, mais falsifié par les dirigeants de l'institution à l'époque. D'accord. Donc un petit message là-dessus pour les jeunes qui subissent malheureusement ces soucis au niveau du recrutement de plusieurs jeunes Mauritaniens et qui décident vraiment de lâcher l'affaire, de se décourager très vite. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire justement, il ne faut pas se décourager, il faut se constituer un groupe responsable, certes, pacifiste,
mais c'est constituer un groupe de justiciers, entre guillemets, de demander justice tout simplement. Il y a plusieurs cadres en Mauritanie pour ça. Il y a les syndicats si on ne veut pas être politisé, sinon il y a la politique. Donc où on peut exprimer des avis qui mettent en garde contre la corruption de l'administration. Beaucoup de gens parlent de la corruption en pensant toujours au détournement de fonds publics, ce qui est extrêmement dramatique, mais la corruption de l'administration, c'est celle qui engendre la corruption financière. Donc la corruption administrative, ça corrompt, si vous voulez, ça fausse les ressources humaines nationales de la Mauritanie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la corruption, la gabegie, fait des ravages dans les pays tiers-monde comme la Mauritanie, mais que la corruption des ressources humaines est pire encore. Lorsqu'on nomme des gens qui ne peuvent pas gérer, ça va engendrer l'autre corruption, entre autres. Ça va engendrer absolument tout. Donc il faut que les gens crient à la justice. Dire pacifiquement en respectant toutes les réglementations en vigueur. Mais on peut, il y a quand même un espace d'expression, mais il faut se regrouper. Aller pleurer chacun de son côté, ce n'est pas la meilleure idée. Et aller pleurer sur son sort en disant « ouais, je suis victime », etc. ou même penser à autre chose, juste parce que je suis grand ou petit ou noir ou blanc, je pense que ce n'est pas intéressant. Il faut se regrouper en force. Et nous l'avons fait pour le recrutement à l'université, où on a dormi devant le palais présidentiel en 2011. On a été reçu par le président de la République. Oui, personnellement, oui. Avec mes amis, certains d'entre eux sont devenus doyens. En guise de quelle cause? C'est la cause d'un recrutement qui était corrompu régulièrement, un recrutement à l'université. L'université mauritanienne, malheureusement, a passé presque 4 décennies de son existence, depuis 1980 jusqu'à 30 ans, jusqu'à 2011, où les recrutements il était cousu toujours sur des amitiés, des copinages, des lobbyings tribalistes, des fois sectaires. Et donc, je pense que j'ai participé avec mes amis de l'association mauritanienne de docteurs scientifiques que j'ai fondée et dont je suis le premier président en 2010, à briser ce tabou de corruption administrative. On a dormi devant l'université, on a manifesté pacifiquement, on a écrit à tous les organes de l'État mauritanien. L'ex-président Aziz nous a reçus dans son bureau le 31 mars, un jeudi, 31 mars, un jour de conseil des ministres 2011, où on a mis du poing sur la table tout en respectant. Et ce recrutement a été déclenché le jour même. Vous pouvez retourner à l'archive de l'AMI pour retrouver ce jour même un recrutement, le plus grand recrutement de l'histoire de la Mauritanie à l'époque, qui était de 60 enseignants-chercheurs. Donc c'est une vague quand même, c'est du sang neuf qui a été injecté dans tous les établissements de l'enseignement supérieur mauritanien et ça a continué par la suite. Donc c'est un petit peu notre fierté. Aujourd'hui, nous avons des gens qui étaient avec moi sur le terrain, qui se faisaient manger par les moustiques devant l'université. Aujourd'hui, il y en a des hauts fonctionnaires d'État, il y en a des conseils au ministre, des chargés auprès du ministre, du Premier ministre. Et il y en a certains qui ont été nommés doyens il y a quelques semaines. Donc il y a du progrès, il y a eu 2 ministres. Comme tout, chaque lutte a, donc il y a une lutte, victoire. Oui, il y a une lutte. Le droit, des fois, il est arraché, pacifiquement certainement, mais il est arraché. Et c'est ce que je conseille encore une fois à la jeunesse qui veut s'émanciper. D'accord. Alors, Monsieur Nourdine, à quel moment vous vous êtes dit attendez, là, je vais rentrer dans la politique. Là, il faut que je participe au développement de mon pays. Il faut que je sois pas. Non, vous venez de le citer. Vous faites partie des gens qui n'ont pas éradiqué complètement le recrutement qui se faisait à ce moment-là à l'université, mais vous faites partie des gens qui se sont levés, qui ont dit non pour ces recrutements. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, là, je me lance en politique? Alors, en résumé, je peux dire qu'il y a des faits historiques, enfin des faits dans ma petite histoire à moi, des faits de ma vie qui sont des faits déclencheurs. L'un, c'était en 2003, le 8 juin 2003, où il y a eu une tentative de coup d'État pour renverser le régime de Maawiya Ould Taya par Salih Al-Han et ses amis. Donc nous, Mauritaniens, jeunes Mauritaniens habitant en France, avec une connexion Internet très faible qui débutait, avec une arène journalistique, si je peux l'appeler comme ça, qui était très limitée en Mauritanie, on suivait à la minute près ce qui se passait, parce qu'on nous disait que Nouakchott j'étais en pâture, devant on nous parlait des rafales, des bombardements même, on nous disait que Nouakchott était pilonné. Un de mes amis m'a réveillé à 6 h du matin parce qu'il y avait un avion militaire on pensait qu'il pilonnait Nouakchott, mais en fait il pilonnait avec des cartouches blanches. J'ai appris après. Bref, un coup d'État assez sanglant qui a eu en Mauritanie, je pense qu'il y a eu quand même 15 morts. Donc on s'est senti loin de la Mauritanie. On dit la Mauritanie, en fin de compte, c'est très fragile. Il y a 2 jours, le 8 et le 9 juin, le monde était à la rue, des ministères étaient complètement désaffectés de leur personnel. On dit, mais le pays, il est aussi faible que ça finalement. L'administration mauritanienne n'existe pas. Où est passé le pouvoir public?
Mauritaniens. Les autorités publiques, elles sont où? Bah non, le président, il est quelque part dans une caserne. Il avait peur de renverser. D'autres généraux, il n'y avait pas de généraux à l'époque, d'autres colonels, ils étaient en fuite. On comprenait. Donc, on a vu, enfin, on sait qu'il y a des coups d'État dans la sous-région, mais on a vu le basculement de ce pays. On a dit, mais nous, on va rentrer, on va s'intéresser à ça. On va donner notre avis, on va faire la politique avec les moyens du bord, si je peux appeler. Au lieu de laisser votre pays, vous avez décidé à ce moment-là. On a dit, non, il faut qu'on rentre. On va avoir nos diplômes, on va rentrer, on va dire notre mot. On va respecter les aînés, mais on va leur dire quand on n'est pas d'accord. Après, le deuxième fait déclencheur, justement, c'est quand j'ai rencontré Abdelaziz en tant que chef d'État, président en 2011, j'ai rencontré les ministres de l'Intérieur, le Premier ministre. On a croisé la haute sphère de l'État, avec tout le respect que je dois à ces aînés-là, aux personnes, sans émettre un avis politique dans cette émission. On a vu comment le pays était géré, c'est quoi les niveaux intellectuels, les niveaux administratifs, la capacité, les capacités, comment des gens qui décident pour nous, qui peuvent avoir des décisions qui ont des impacts de plusieurs décennies sur nous, comment ils réagissent ces personnes, quel est leur bagage. Ça nous a dit, mais sans prétention, mais nous, on est frustrés, oui, on va y aller. Donc c'est là que je suis... Vous avez eu le déclic. Le déclic politique. Et donc le premier, c'était une décision de rentrer au pays. Le deuxième était rentrer dans l'arène politique en 2011. Et j'ai commencé par le Fikr El Jadid, j'ai commencé par des tentatives, une association qui n'est pas apolitique, mais qui émet des avis de réforme. Association de Club de la Reconstruction, qui est une association reconnue depuis 2012, qui a donné suite sous forme des projets de parti mauritanien en avant, qui est en cours d'agrément actuellement, et donc qui est parti porteur de beaucoup d'idées réformatrices, parce qu'on a vu que la Mauritanie était plombée administrativement, financièrement, au niveau de la justice, au niveau de la santé. Donc il y avait plusieurs docteurs, des collègues à moi, on s'est changé des idées. On a vu que la justice mauritanienne était boitante, que la diplomatie mauritanienne faisait honte, et je mesure mes mots, hein, et que la sécurité mauritanienne n'était pas si ficelée que ça. On a vu le coup d'État dont je vous ai parlé. Donc la Mauritanie était un pays tout simplement à reconstruire, sans aucune prétention. C'est juste pour dire, voilà, il faut à un moment donné qu'il y ait des gens en Mauritanie qui ont le courage, la capacité intellectuelle et on va dire l'audace de proposer des réformes majeures qui peuvent changer le pays. Le pays a les potentialités de toutes sortes, lui permettant de devenir le meilleur de la sous-région, et il n'y arrive pas. Donc on a compris vraiment que c'est un problème de ressources humaines, notamment dans la tête de l'État, le sommet de l'État. Alors, en 2024, aux élections passées, où beaucoup de Mauritaniens ont découvert M. Noureddine. Les gens avaient l'espoir que vous vous présentiez, que votre candidature soit acceptée et que vous deveniez le futur président de la République. Donc, comment ça s'est passé, votre candidature, votre dépôt de candidature, et comment ça a abouti? Parce qu'à un moment, on nous dit, voilà, les Mauritaniens suivent votre parcours jusqu'à un moment où ils entendent que M. Noureddine Mohamedou ne peut être candidat présidentiel. Avec du regret pour certains Mauritaniens qui vous admiraient, qui espéraient vous élire. Alors comment ça s'est passé, ce petit moment de gloire pour un jeune Mauritanien qui voulait révolutionner son pays? Alors je commencerai par dire que Dieu nous protège de l'extravagance, comme on dit en arabe. Rien n'était fait en tout cas dans le montrer ou dans l'extravagance. C'est venu tout seul. Mes amis du projet de parti mauritanien en avant avaient suggéré que je sois même candidat en 2019, mais j'avais un problème d'âge. J'avais un drôle de problème parce que j'avais 40 ans lunaire, mais pas solaire. En 2019 déjà. J'avais 39 ans et quelques, j'avais 40 ans lunaire. Donc c'était un débat un peu fantaisiste. Et donc il y a même une tentative, mais en 2024 c'était beaucoup plus sérieux. On a commencé à établir un dossier avec les parrainages et un QG de campagne, un directeur de campagne qui est un prof d'université, avec un staff et tout ça. On a commencé à faire ça en pensant que la démocratie, faussée soit-elle depuis 30 ans, n'arriverait pas à essayer, que le pouvoir en place n'aurait pas, comment je dirais-je, pour ne pas dire un mot déplacé, n'aurait pas la médiocrité politique de vouloir imposer, de vouloir présélectionner les candidats à un président qui était en perte de vitesse pour le faire passer au premier tour. J'avoue qu'on n'avait pas vu ça venir. Donc en fait, le pouvoir en place a fait main basse sur les parrainages qui étaient déjà
calculé à l'avance avec la loi sur la proportionnelle, on appelle ça la loi sur la proportionnelle, qui a été faite apparemment pour ce calcul-là. Donc le pouvoir en place avait dans ses mains, je pense, plus de 120 maires et conseillers municipaux. Donc il avait privatisé, si je puis dire, les maires, parce qu'il faut 5 maires et 95 conseillers municipaux pour avoir les parrainages. Donc il avait fait main basse en sélectionnant, il a donné un petit morceau aux gens qui ont été sélectionnés encore pire sur des critères ethniques. Donc ce qui fait qu'au final, j'ai été privé, ma candidature a été sabotée, a été plombée par le pouvoir en place parce qu'il avait un calcul que nous ne savons pas. Il fallait forcer le passage du président actuel candidat à sa propre succession. Il fallait le passer au premier tour parce qu'au deuxième tour, ça serait scandaleux. Surtout que son prédécesseur général de l'armée également n'avait pas eu ce problème-là. Donc il fallait que lui, il passe. C'était difficile. Il est passé à 56% malgré qu'il a présélectionné ses candidats. Donc je faisais partie de ceux qui sont passés à la trappe. Une vingtaine de candidats sérieux où je garde la certitude aujourd'hui que s'ils étaient candidats, le président actuel ne serait pas passé au premier tour. Je remercie mes partisans, mes défenseurs. J'ai eu beaucoup chaud au cœur pendant des mois et ça continue encore aujourd'hui par beaucoup de Mauritaniens et je leur promets à travers vous que la bataille continue et que nous gagnerons, que ce soit avec moi ou avec un autre. L'essentiel que ce soit un jeune Mauritanien qui porte le flambeau en 2029 ou même qui sait, même peut-être avant, qui sait, pour avoir les changements grandioses que nous voulons pour l'unité de la Mauritanie, pour le développement de la Mauritanie. Alors vos partisans peuvent toujours espérer une nouvelle candidature aux prochaines élections? Oui, et espérer une victoire. Une victoire, Inch'Allah. Mot de fin, quel message donnerez-vous à la jeunesse? Vu que l'émission nous parle des coulisses du succès, quel message donnerez-vous à la jeunesse? Message de persévérance, de courage. Quel est votre mot pour la jeunesse mauritanienne? Je pense que la jeunesse mauritanienne, elle a entendu beaucoup de théories. Elle voit beaucoup de théories à la télévision, dans les réseaux sociaux. Tout ce que je peux leur dire, c'est de penser au titre d'un livre très intéressant qui s'appelle, dont le titre c'est « Priorité aux priorités ». Et parmi les plus importantes priorités, c'est la détermination, qui fixe précisément et avec détermination leurs objectifs de formation et de carrière, qu'elle soit politique ou professionnelle ou les deux à la fois. Que la jeunesse mauritanienne ait des projets. Il faut savoir qu'il faut avoir un projet. Il faut savoir que la personne, le grand philosophe grec disait que l'humain est un projet lui-même. Donc en réalité, quand on est projet entre les mains de ses parents, d'être une personne, de réussir socialement. Mais le projet professionnel, c'est un projet pour vous-même, de soi-même. Et le projet aussi éducatif, ça commence peut-être par l'école primaire et au baccalauréat, mais après c'est vous, c'est pas vos parents. Vos parents vous encouragent, vous poussent, vous propulsent, mais après il faudra vous accrocher vous-même. Donc ayez un projet d'abord, prenez le temps de chercher les outils garantissant le succès, votre succès professionnel et votre succès de formation avant. Et donc la détermination, la détermination, la détermination. Voilà mon conseil principal pour la jeunesse mauritanienne. Merci beaucoup, M. Noureddine Mohamedou, pour ce partage sincère, riche et inspirant à travers votre parcours. Et c'est une leçon de persévérance, d'humilité surtout et d'excellence que vous nous avez offerte. C'est ça, les coulisses du succès, c'est justement cela. Lever le voile sur les efforts, les choix et les valeurs qui forgent les grandes trajectoires. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Merci surtout à l'équipe d'Arena Café qui nous a offert ce joli décor. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, une nouvelle source d'inspiration. D'ici là, continuez de croire à vous, d'oser et d'agir. Excellente soirée à tous.